Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Alors je l'avais promise depuis le mois de février, mais je n'ai tourné que en ce mois d'août 2019. J'ai eu l'occasion d'avoir un large panel de questions qui se déclinent sur différents thèmes, donc la vidéo va suivre ces différents thèmes. Je vais commencer par des questions animé-manga, puis je parlerai un peu de mon travail et enfin de la vie au Japon. Allons-y! Alors on va commencer par une question un peu à côté, c'est la question de Rosalis. Pourquoi attends-tu des mois avant de tourner ta FAQ? Eh bien, j'attends simplement des mois parce que j'ai tout le temps de nouvelles idées de vidéos à tourner et que la vidéo de FAQ, effectivement, aurait dû être tournée il y a 6 mois déjà. Mais voilà, il y a eu des vidéos manga, il y a eu des vidéos sur des magazines de manga, bref, tout le temps de nouvelles choses à évoquer. Donc voilà, au fur et à mesure, cette vidéo de FAQ, je l'avais toujours en tête, mais elle était passée en second plan. Alors maintenant, nouvelle question de Marie-Chan10. Quels sont mes coups de cœur manga et animé pour 2019? Bon alors on y va, coup de cœur manga et animé en même temps. C'est le grand bonheur de Mix, de Mitsuru Adachi. Tournoi de baseball, lycéen. Adachi c'est une référence, hein, il fait des mangas de baseball lycéen depuis 40 ans maintenant, puisqu'il a été ultra connu au Japon, c'est un monument touch. Faut se dire, c'est dans la culture populaire comme Dragon Ball, One Piece ou Gundam, c'est-à-dire même les non-fans de manga connaissent, il y a eu des déclinaisons en film, en série, enfin c'est vraiment un gros truc. Et là, Mix se situe dans le même lycée, mais donc 30 ans plus tard. Et c'est passionnant, l'animé est chez ADN en simulcast et puis le manga est publié chez Tonkam. Vraiment c'est sublime, voilà, tout ce qui est Adachi est sublime. Donc c'est le quotidien japonais, je ne peux que vous recommander d'y jeter un œil, j'adore. Et l'animé rajoute vraiment de la tension dramatique par rapport au manga, c'est fantastique. Autrement, en animé et aussi en manga, The Promised Neverland, qu'on a regardé en version animée, dont on a regardé la première saison avec Jdadstar et puis Gundam Matisse à l'occasion de la pyjama party qu'ils sont venus faire chez nous. L'animé est vraiment bien. Il réinterprète certains des éléments qui sont dans le manga, il en met de côté pour sans doute les évoquer plus tard dans la saison 2. Le manga est ultra bien écrit, je vous recommande d'aller voir la chronique que j'avais faite sur ce manga-là également. Bref, The Promised Neverland, tant en manga qu'en animé, c'est un énorme truc. Donc encore chaudement recommandé. Et puis en animé, pardon, que je n'évoque pas ici, où j'ai pas le manga sous la main, Fruits Basket, c'est un peu la bonne surprise. J'aime bien regarder chaque semaine l'animé de Fruits Basket. C'est une belle réinterprétation du manga, et dans le cadre d'œuvres dont le manga n'est pas adapté en France, j'aime bien l'ambiance musicale et l'ambiance graphique de l'animé Given, qui est disponible chez Crunchyroll. Voilà pour la saison 2019 en animé. Et puis en manga, mes grandes lectures de cet été, c'est le tome 13 de March Comes In Like a Lion, Sangatsu no Lion. J'avais fait une chronique sur ce manga, l'animé est fantastique, mais maintenant le manga va bien au-delà de l'animé, vraiment très chaudement recommandé. Mon coup de cœur de l'été, c'était BL Métamorphose, j'en ai fait une chronique également. Et puis adapté actuellement en animé, qui est une série courte, 5 tomes, d'ailleurs de spatial, de science-fiction, Astra Lost in Space. Voilà, et pour des séries dont je n'ai pas encore parlé dans les chroniques vidéo, mais ça viendra sans doute, La Voix du Tablier, quand Yakuza se met à mener la vie d'une femme au foyer et à rentrer dans le détail de la cuisine, c'est drôle, c'est là encore beaucoup de quotidien japonais, c'est fort. Mes voisins les esprits, j'ai été attiré par la couverture, j'ai trouvé ça très joli. C'est une première œuvre et c'est dans une maison habitée par des yokai. J'ai trouvé que c'était à la fois beau et culturellement enrichissant. Si vous cherchez un thriller, le thriller de l'été, c'est sans doute pour moi Time Shadows, parce que l'ambiance, parce que bon dans le temps. Donc des thématiques que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est un petit peu gore par moment, donc pour public averti, comme mettent les éditeurs français maintenant sur certains mangas. Et enfin Kakushi Goto, là encore on est dans l'ambiance japonaise typique, l'histoire d'un père mangaka et de sa fille, et certes les traits sont très sinueux, il y a peu de trame, mais c'est vraiment passionnant sur la vie de mangaka. Voilà un petit peu pour cette question, j'ai traité longtemps. Ah tiens, Marie-Chan avait la même question. Que pensez-vous du reboot de Fruits Basket? Bah j'aime bien. Je trouve c'est super que
un manga comme ça et une mise à jour animée. Et puis le générique de début de la deuxième partie de la première saison, j'adore, c'est Ai Otsuka, elle revient à des génériques d'animé, c'est dynamique, c'est à la fois porteur d'espoir, j'adore. Donc voilà. Les animés de saison favoris, Marie-chan demandait, mais j'en ai un petit peu parlé également. Donc ça fait partie des éléments en question. Pimous demandait ton animé du moment. Bah, mon animé du moment c'est Mix, voilà. Et demandait aussi mon manga préféré de cet été. Ah, j'en ai sorti pas mal, hein. Bon, mon manga préféré de cet été, au final, ça restera quand même la grosse surprise que fut BL Métamorphose. Voilà un petit peu pour les questions manga. Et je crois que j'ai fait le tour de toutes ces questions-là. Je vais en profiter pour prendre la remarque question de Mel Retsuko qui dit « Je n'ai pas de questions, juste j'adore vos vidéos, ton Insta et celui de Rosalis, continuez ». C'est sympa comme retour. Ouais, en plus, t'as pas précisé, mais les questions, en fait, elles sont issues de tes stories Instagram. Tout à fait, elles sont issues de mes stories Instagram. J'ai une question de Coralia Nami qui était « Pourquoi tu ne crées pas ta propre chaîne perso ?» Ben, simplement parce que c'est plus sympa de faire partie de la communauté Rosalis, de mettre les vidéos directement dessus. Et puis comme ça, vous voyez bien, j'avais des vidéos de Jatstar, des vidéos de Gundam Active, de Maxcraft. Oulala. Donc moi j'aime bien être sur la chaîne de Rosalis, je trouve que du coup on fait des fois des vidéos en commun et autres, voilà. Ensemble on est plus fort. Question de Léa Passion, du coup j'en viens à mon travail. Peux-tu nous expliquer précisément en quoi consiste ta profession? Alors ma profession c'est enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs publique, donc je fais le même métier que des enseignants-chercheurs qui sont à l'université. Et la moitié de mon temps est dédié à l'enseignement, donc de discipline autour de l'informatique, puisque je suis enseignant-chercheur en informatique, à des élèves ingénieurs, donc entre Bac plus 3 et Bac plus 5. Et l'autre moitié de mon temps, elle est dédiée à de la recherche dans le domaine de la bioinformatique et de l'intelligence artificielle. Je reviendrai dessus un peu après. Voilà un petit peu pour une introduction par rapport à mon métier. Mais le vrai intitulé, c'est pas ça, c'est pas enseignant-chercheur. Le vrai intitulé, c'est professeur des universités, sachant qu'avant, j'avais été maître de conférence, mais qu'il y a une évolution qui se fait au cours de la carrière, et on peut, à la suite de concours, passer de maître de conférence à professeur des universités. Alors, Lazuli Rondoudou demandait, rien à voir avec la culture japonaise, mais comment as-tu fait pour devenir chercheur? Du coup, ça me donne l'occasion d'évoquer le parcours. Donc, mon parcours, c'est qu'après un diplôme... Donc après le bac, j'ai fait prépa, puis une école d'ingénieur, et en même temps que ma dernière année d'école d'ingénieur, j'ai aussi fait une année de master recherche pour voir un peu comment c'était la recherche. J'ai trouvé ça sympa, donc j'ai continué avec une thèse de doctorat, donc pour aller vers un bac plus 8. Les 3 années qui suivent, donc entre bac plus 5 et bac plus 8, c'est quand même une activité professionnelle. On se retrouve certes avec le statut d'étudiant, mais en même temps on est salarié et on travaille sur un sujet de recherche donné dans le but d'écrire à la fin un manuscrit de thèse qui est une avancée sur un domaine très pointu, très spécifique de la recherche dans son domaine, donc en l'occurrence l'informatique pour ce qui me concernait, et de présenter ses travaux à la fois dans une communauté internationale, donc d'avoir des publications reconnues à l'international, et c'est concrétisé ensuite par le fait d'écrire un manuscrit en français et une soutenance. Donc moi j'ai écrit mon manuscrit en 2017, je vais me rajeunir, en 2007, et j'ai soutenu ma thèse en décembre 2007, voilà, donc c'est mon manuscrit de thèse de doctorat, c'est beaucoup donc l'informatique théorique, ça ressemble beaucoup à des mathématiques, il y a des schémas, il y a des définitions, il y a des théorèmes, il y a des preuves, bref, je suis content de ce que j'ai produit à l'époque, ça m'a intéressé pendant ces 3 ans. Et à la fin, j'ai passé des concours pour devenir enseignant-chercheur parce que ça me plaisait bien, l'activité d'enseignement et de recherche, et je suis devenu maître de conférence. Puis, 10 ans plus tard, donc en 2017, d'où le lapsus, je suis devenu professeur des universités. Donc, ce qui permet notamment un peu plus de liberté dans le choix de ces thématiques de recherche, dans l'encadrement de doctorants, et puis qui dispose aussi d'une meilleure reconnaissance, notamment à l'international et au Japon vis-à-vis des collaborateurs qu'on peut avoir et des collaborations qu'on peut monter. Et donc
pour être passé professeur des universités, tu as passé ton habilitation à diriger des recherches qu'on peut trouver sur ta chaîne. Oui, voilà. Et qui a fait plus de 5200 vues, je regardais récemment. Donc c'est un exposé, on va dire, pendant les 5-10 premières minutes, accessible à tous. Et après on rentre dans le détail de ce que j'ai fait finalement entre le moment où j'ai été recruté en tant qu'enseignant-chercheur en 2008 et le moment où la soutenance a eu lieu, c'était en 2016. Voilà, donc c'est une bonne introduction. Je mettrai la vignette en haut de cette vidéo. J'ai pas mal de questions autour de la vie au Japon, puisque on va régulièrement au Japon avec Rosalis dans le cadre de ce travail-là. Alors, je vais prendre quelques-unes des questions. Tu fais quel travail exactement quand tu es au Japon? C'était une question de Olinia. Mon travail exactement quand je suis au Japon, c'est un petit peu le même qu'en France, sauf que je ne fais que de la recherche quand je suis au Japon. Et mon but, c'est de trouver des points de connexion avec mes collègues japonais qui, eux, travaillent vraiment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Moi, je le disais auparavant, ma première thématique de recherche, c'est la bioinformatique, donc la représentation et la modélisation de connaissances, de données qu'on peut récupérer en biologie et de finalement construire des modèles, arriver à comprendre ces données qui sont maintenant pléthoriques et qu'on ne peut pas juste regarder à l'œil nu et se dire il y a tel composant qui influence tel autre et qui a telle conséquence à long terme. Non, nous on cherche maintenant à construire des modèles autour de ça, donc des choses qui sont compréhensibles. Et donc mon travail au Japon, c'est d'avancer sur ces éléments de collaboration. Donc ça va être de réfléchir, ça va être de gribouiller des feuilles de papier ou de gribouiller sur mon iPad, de lire des documents, des papiers scientifiques, donc des articles scientifiques publiés dans des revues spécialisées, et puis d'essayer de construire avec la discussion des nouvelles méthodes, d'écrire de nouveaux algorithmes qui vont permettre d'avancer dans le domaine pointu qui nous intéresse. Et autour du quotidien, il y avait une question de Michael ABD qui demandait lors de tes journées au laboratoire de recherche, es-tu seul au bureau ou bien assez entouré? Alors si c'est physiquement, on va dire, j'ai d'autres collègues qui sont dans le bureau, et en fait je partage un open space au Japon avec 4 ou 5 personnes. J'ai fait une vidéo de présentation de mon environnement. Je crois que c'était en 2016 que j'ai tourné cette vidéo, je remettrai la vignette aussi ici, allez la voir pour voir un petit peu le cadre pratique, mais c'est pas forcément des collègues qui sont dans le même domaine, donc finalement je suis avec d'autres personnes mais qui sont dans le domaine de l'informatique, mais par exemple il y en a qui font du web sémantique, il y en a qui travaillent sur les ordinateurs quantiques, bref des domaines qui me dépassent complètement. Mais je suis intégré au sein d'une équipe qui se retrouve régulièrement. Ça peut être des discussions à ce qu'on appelle à la machine à café, mais c'est-à-dire on va rester aux 2 heures avec un café et puis un grand tableau blanc à discuter et à construire des choses. Parce que du coup les salles de pause au Japon elles sont disposées de tableaux blancs. Ça fait partie des choses dans les labos de recherche anglo-saxons qu'on retrouve beaucoup en fait, de retrouver des tableaux, parce que finalement au hasard d'une discussion, voilà, tu vas commencer à construire des choses et puis finalement il y a des résultats qui se retrouvent à la machine à café. Moi j'ai des exemples types de pas mal d'articles de recherche que j'ai construits avec des collègues, je pense notamment à mon collègue Tony par exemple, avec qui on a fait des trucs mais purement au tableau dans la salle de pause, hein, pas dans une salle de réunion ou autre. Et puis il y a des salles de réunion aussi dans lesquelles on a des réunions qui sont souvent un peu plus formelles au Japon. Là où en France on se retrouve dans des salles de réunion généralement à construire un peu comme je le disais au Japon quand on est dans la salle à café. C'est assez amusant comme fonctionnement. Question de Maël Hénin. Est-il difficile de trouver du travail au Japon lorsque tu es étranger et que tu viens d'emménager? Je ne peux pas vraiment répondre à cette question personnellement parce que dans mon cas, j'avais déjà une invitation de labo de recherche japonais quand je suis allé travailler au Japon. Donc maintenant, ça fait depuis 2012. Donc à chaque fois que je vais au Japon pour travailler, j'ai une invitation, je sais déjà ce que je vais faire. Donc c'était une situation différente. De ce que j'ai cru comprendre, pour les gens qui viennent au Japon, par exemple dans le cadre d'un PVT, donc dans Working Holiday, pour venir vivre 1 an, si vous parlez un peu la langue et que vous cherchez un petit boulot en baito, c'est trouvable. Après, ça dépend beaucoup aussi du niveau de diplôme que vous pouvez avoir. Donc ça dépend si vous êtes dans un domaine qui est recherché ou alors dans un domaine qui malheureusement ne fait pas l'objet de beaucoup d'intérêt à l'heure actuelle pour les entreprises ou les universités japonaises. Voilà, ça dépend. En informatique par exemple, c'est plutôt bien. En informatique, effectivement, si on a un diplôme en informatique, c'est assez
facile de porteur de trouver un travail là-dedans. Même que tu serais hyper bien payé. Et même que je serais extrêmement bien payé, à la fois si j'étais dans le domaine académique, ou encore plus si j'allais dans le domaine, dans une entreprise. Ça c'est clair. Mon salaire serait multiplié par 2,5 à peu près à niveau d'expérience équivalent et à âge équivalent. Ce qui est complètement hallucinant, c'est pas du tout les mêmes conditions. Et donc, autre question de Véronique. Quels sont les horaires de travail au Japon? Alors les horaires de travail dans les labos japonais, très décalé vers le soir. Mes collègues, il y en a, alors c'est pas tous, hein, mais j'ai des collègues qui arrivent facilement à 11h, midi, et qui vont repartir à 21h, 22h. Donc vraiment décalé vers le soir. D'ailleurs les réunions, j'ai quasiment jamais de réunions le matin. Mes réunions elles sont au plus tôt, on va dire vers 13h, bon, généralement vers 15h, mais alors par contre elles peuvent se décaler et à se finir à 20h. Oui, des réunions qui durent 5 heures, sans date de fin. C'est l'organisation à la fois à la japonaise et dans le domaine de la recherche. Et des fois, il faut aller manger avec les collègues jusqu'à point d'heure. Voilà, ça fait partie des moments où on va se dire d'autres choses, où les collègues vont se lâcher un peu plus, vont faire leurs commentaires, alors que tu fais un exposé pendant la réunion classique, tu n'as aucun commentaire, et puis en fait tu reçois les commentaires au moment du troisième verre de saké, ou de la troisième bière, et là en fait c'est là où il y a des échanges intéressants qui peuvent commencer à avoir lieu. Et dans ce cas-là, ça se termine plutôt vers quelle heure? Voilà, ça se finit, il y a plusieurs parties, donc ça se finit à 22h pour la première partie de soirée, et ça se finit vers minuit 1h pour la deuxième partie de soirée. La deuxième partie de soirée étant dans un bar, souvent, rarement mais des fois dans un karaoké, mais c'est un peu moins propice à la discussion. Question de Naosi Studio, le voyage est-il à moitié payé par ton travail ou tu payes l'intégralité du voyage? Alors pour les trajets que j'ai fait dans le cadre du boulot, donc mon trajet à moi, il est payé par mon travail. Donc le billet d'avion et une partie des frais de séjour sur place. Mais par contre, pas en business class. Ah non, par contre, c'est que de la classe économie, hein, évidemment. Ce qui effectivement change par rapport à un travail dans le domaine de l'entreprise privée, dans l'industrie, parce que je connais pas mal de collègues qui voyagent facilement en business quand c'est un travail pour le boulot. Donc des gens qui bossent pour des grosses boîtes d'informatique, ils voyagent dans des classes bien plus élevées que la classe économique. Et nous on est pauvres académiques, on voyage en éco. Vous logez où? Question de Michael. Quand on est au Japon, bien, quand c'est des séjours courts, on loge à l'hôtel. On a différents hôtels qu'on commence à connaître à la fois à Tokyo, Kobe, Kyoto. Et quand on a fait des séjours plus longs, on logeait en appart-hôtel, donc avec une cuisinette, une kitchenette. Pourquoi je traduis ça en cuisinette? Un petit coin cuisine. Donc qui permet de se faire à manger, mais sur des séjours courts, ce type de dispositif n'est pas facilement accessible. Donc voilà, sur des séjours inférieurs à 3 mois, on loge à l'hôtel. Ah oui, encore de Véronique, les repas de midi sont-ils de vrais repas ou juste une pause sandwich? Eh bien, pour mes collègues japonais, c'est souvent le bento que leur femme leur a préparé la veille et qu'ils mangent rapidement dans leur bureau en 10 minutes. Voilà. Ensuite, je travaille dans un labo qui est très international, donc en fait, et qui est un gros labo qui fait 22 étages. Au 3e étage, il y a une cafétéria qui propose la plupart des plats qu'on peut trouver au Japon dans un restaurant un peu rapide, dans une cafette. Donc il va y avoir des donbori, du curry, et il va y avoir voilà, des plats à base de riz. Ouais, à peu près ce type de variation. Moi maintenant j'ai pris l'habitude de manger systématiquement avec Rosalis le midi. Donc on mange dans des petits restos végétariens. C'est plus facile d'ailleurs de le faire ensemble parce que les cafétérias de ce type-là, elles n'ont pas forcément un repas végétarien systématique. Ouais, c'est moi qui me déplace pour être tout près de ton travail pour que tu puisses tout de suite aller en réunion après. Ouais, c'est très gentil de ta part, effectivement. Donc c'est des vrais repas, comprends. C'est des vrais repas, effectivement. La question de Marie-Chan 10. À quand un prochain voyage au Japon? Et bien en fait, quand cette vidéo aura été publiée, on aura déjà fait notre prochain voyage au Japon. Dans le cadre du travail, de nouveau, on fait un triptyque Osaka, Tokyo, Kobe. Voilà. Donc c'est un séjour plutôt court, hein, parce qu'en France, c'est la rentrée universitaire début septembre, donc il faut être là pour accueillir les étudiants.
Donc là, le séjour est concentré sur 3 semaines. Voilà, pendant le mois d'août. C'est-à-dire, techniquement, tu devrais être en vacances. Un bon français serait en vacances. Morgane, il utilise ses vacances pour aller travailler au Japon. Ouais, c'est vrai. De temps en temps, je le regrette un peu. Là, au moment, juste avant de partir, je me dis, mince, je profiterais bien de la suite de mes vacances plutôt que d'aller travailler. Bref. Dernière question de Michael. Projettes-tu d'aller travailler à l'étranger pour quelques années? Si oui, où? Bon, alors, le si oui, où, ça serait au Japon majoritairement. Parce que vraiment une grande appétence pour cette culture, pour cette vie-là. Même si, après avoir vécu quand même, finalement, plusieurs années au Japon en temps cumulé à travers nos différents séjours, un peu l'envie d'aller voir aussi dans d'autres labos, dans d'autres univers académiques, par exemple en Angleterre, par exemple en Allemagne. Ça serait chouette d'aller un peu vivre ça. Pourquoi pas aux États-Unis? À réfléchir sur le long terme et d'aller travailler à l'étranger pour quelques années, puisque la question était au pluriel. Quelques années, c'est difficile de se dire de faire par exemple 3, 4 ans, 5 ans, parce que ça veut dire être moins disponible pour revenir sur Nantes, voir nos neveux, voir Lysia, voir Antoine, Jeanne, bref, tous les petits que vous voyez sur la chaîne qui grandissent vite, ça veut dire louper beaucoup d'éléments de leur évolution. Donc ça, c'est un peu compliqué à envisager. Et puis si c'est plusieurs années, c'est-à-dire que tu perds ton poste en France? Alors si c'est plusieurs années, il y a des dispositifs qui permettent de partir jusqu'à 5 ans. Donc ça serait possible, mais effectivement, ça veut dire c'est difficile ensuite de revenir parce qu'on s'est mis dans un autre univers et autres. Donc partir quelques mois, une année, c'est facilement envisageable. Partir plusieurs années, c'est beaucoup plus difficile. Donc on est plutôt dans cette optique-là de séjour que j'appelle court, c'est-à-dire moins d'1 an. Voilà, pour cette question. Voilà, je vous remercie pour toutes vos questions et vos retours qui sont très encourageants aussi sur les dernières vidéos de chronique manga, chronique animé que j'ai pu faire. Et puis peut-être que je ferai une prochaine FAQ. Donc si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à les mettre en bas de cette vidéo dans la partie commentaires. Ça me servira à alimenter une future foire aux questions. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye! Je crois que c'est la première vidéo où j'ai dit bonjour les Sakura. Oui. C'est bien, du coup tu prends le pli. Je vais prendre le pli. T-shirt Evangelion 3.0 en attendant Shin Evangelion en juin 2020.